Cette poubelle jaune fait disparaître comme par enchantement l'ensemble de nos cartons et plastiques. Notre tri effectué, nous repartons avec la conscience tranquille, avec l'impression d'avoir fait notre part en triant scrupuleusement nos déchets. Mais que deviennent ces emballages, ces ordures ménagères ? En France, chaque année, 326 millions de tonnes de déchets doivent être triés, recyclés, enfouis ou valorisés en énergie. Oui, là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons collectivement ? Moi, j'aimerais que beaucoup de gens voient ça, parce que chacun sa poubelle, tranquille, chez soi. Mais quand on arrive là et qu'on voit ce qui se passe en bout de chaîne, là, au bout de ce qui est ici, là, ça a 24 heures, 48 heures, ça vient des poubelles des habitants. On brûle dans l'usine qui est à côté de nous 180 000 tonnes par an de déchets, toutes sortes de déchets, beaucoup d'emballages, on brûlait même les déchets alimentaires, puis toutes sortes d'objets qui étaient en fin de vie. Il faut qu'on réduise ça de manière sensible. Arrive encore ici des tonnes d'ordures mélangées, on voit clairement qu'il y a des emballages, il y en a, il y a du sac plastique, mais c'est tellement dégradé qu'en fait on ne va pas pouvoir récupérer le gisement et la matière. Si on arrive à baisser ce volume de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, vraiment on va être efficace pour la planète, quoi. C'est pas du théorique, là on est vraiment dans le vrai problème. Ici on brûle et on chauffe des logements avec la chaleur fabriquée. Tout le monde pense que quand on dit on va incinérer les ordures, tout va bien. Mais en fait, c'est comme dans une cheminée. Il va rester des cendres. Les cendres dont on parle, c'est les cendres de tous ces produits plastiques, ces emballages de toute nature. Et donc, il reste systématiquement aux alentours de 20%. C'est-à-dire que quand on brûle 1 tonne de déchets, il reste 200 kg de poudre. C'est une sorte de ciment qu'on utilise sous les routes. C'est à peu près la seule chose qu'on peut utiliser. On appelle ça le mâche-fer. 80% du bâtiment, ce sont les filtres, ce n'est pas les fours. Et ces filtres, ils récupèrent à peu près 2 à 3% de poussière dans les fumées. Les réfiums, c'est leur nom barbare dans l'industrie. Et ensuite, on va les ranger tranquillement pour les générations d'après, dans des mines abandonnées, en Allemagne notamment pour nous. Nous, on pense qu'il faut réduire de manière massive l'incinération. Pour nous, c'est une aberration de brûler de la nourriture, même en fin de vie. Une famille, elle va jeter 250 kg de nourriture. Et donc tout ça, on les a sortis de cette usine pour le composter. Après, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'objets en parfait état. On s'en débarrasse parce qu'on n'en a plus l'usage ou parce qu'on préfère le modèle suivant. Donc nous, ce qu'on essaye de constituer, c'est de les extraire, de les préserver, d'éviter qu'ils soient mélangés dans une poubelle lambda et surtout pas qu'ils arrivent à l'incinérateur non plus. Le troisième volet, c'est le tri. Alors le tri, ça existe partout depuis longtemps, mais on est aujourd'hui à une phase où on a l'impression d'être à un plafond de verre. On ne trie pas plus. Donc on estime qu'il pourrait y avoir pratiquement un doublement de ce qui est trié. Si on arrive à faire tout ça, on baisse, on supprime vraiment des déchets et on diminue de manière très importante le volume incinéré. Nous, on s'est fixé un objectif de diminuer d'1 tiers ce qui va être brûlé. Il y a à peu près 300 camions comme celui-là tous les jours.
La chaîne du déchet est financée, je dirais, par les gens qui payent un impôt. Et donc on a une économie globale qui s'est installée depuis 50 ans avec ce financement pour pouvoir faire tourner ces usines. Elles ne seront jamais excédentaires, elles coûteront toujours plus cher que ce qu'elles rapportent. Donc le job d'une métropole, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Aujourd'hui, on est sur des gisements. On parle de gisements comme si on allait chercher des minerais dans la terre. Et là, on a des gisements de pétrole. Le plastique, c'est du pétrole. On va commencer peut-être à rentrer dans la fin du plastique pas cher. Parce que le pétrole était pas cher. Ce plastique-là va commencer à valoir de l'or. Le métal, pareil, on sait qu'avec, je ne sais plus le chiffre, peut-être c'est une bêtise, mais 500 canettes, on fait un cadre de vélo. C'est un gisement, c'est très précieux ce qui est là. L'incinération, ça coûte, le tri, ça rapporte. On travaille pour réduire en amont. On travaille pour moins incinérer et pour cela, donc, il faut qu'on ait des outils de traitement qui soient capables d'augmenter la charge de tri. Je trouve que le centre de tri dans lequel nous sommes, il a une trentaine d'années, 30-35 ans. Il est en fin de vie industrielle, comme on dit. On a choisi d'arrêter ce centre de tri, donc d'en construire un qu'on va qualifier d'ultramoderne. Il y aura même de la technologie intelligence artificielle avec de la robotique qui est capable de distinguer entre deux bouteilles plastiques de quel composant chimique il s'agit. Mais c'est surtout qu'il va être en capacité de traiter plus de volume. Alors après, si effectivement on continue à produire encore plus de déchets, on ne va pas s'en sortir. Depuis les années 1990, les dépenses de gestion des déchets ont explosé. C'est le premier poste de dépenses de protection de l'environnement. Le coût par habitant est en moyenne de 93 €. Alors, moi j'ai engagé mon mandat en juillet 2020, donc il y a moins d'un an. Et honnêtement, je suis arrivé en n'étant pas spécialisé, en ayant plutôt un regard de citoyen sur la situation. Ce qui m'a surpris en premier lieu, c'est le coût. Je suis vice-président déchets de Saint-Étienne Métropole. Je suis en charge de l'exécution d'environ un quart du budget de Saint-Étienne Métropole. Ce sont des sommes très importantes. Même si effectivement on s'appuie sur la démarche citoyenne et sur le fait que les gens viennent faire de l'apport volontaire en déchetterie ou sur des colonnes et des points de collecte qui sont disséminés sur le territoire. Mais malgré tout, même là, ces points de collecte, ces colonnes, il faut aller les récupérer, les décharger, les emmener au centre de retraitement. Donc ça demande un coût important en matière de personnel évidemment et puis aussi en matière de transport aussi. Après, le volume d'activité de ces déchetteries ne faiblit pas, bien au contraire. Il est en augmentation permanente pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que les comportements de la population évoluent. Celle-ci est de plus en plus sensibilisée aux gestes de tri. L'offre des déchetteries s'est élargie. Nous avons multiplié les différents points d'apport, les différentes matières qui sont collectées. Je pense déjà qu'il faut mettre en premier plan les déchets verts, qui sont un apport massif, effectivement, depuis qu'on a interdit les brûlages. Aujourd'hui, en déchetterie, on a une collecte de déchets verts qui est considérable et en forte progression. Après, pour ce qui concerne les autres matériaux, et particulièrement les matières plastiques, la difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous ne pouvons trier et recycler et traiter qu'une partie des matières plastiques que l'on retrouve dans les déchets ménagers. On a le projet de création d'un nouveau centre de tri et qui va nous permettre d'être plus performants pour traiter quasiment l'ensemble de la gamme des matières plastiques. Cette réalité du quotidien, c'est qu'effectivement, les déchets sont produits, les déchets doivent être valorisés. Quand je dis valoriser, c'est effectivement essayer d'être réintroduit dans une économie circulaire pour créer ce qu'on appelle des matières premières secondaires et de manière à les réutiliser.
Cet équilibre économique, il est précaire. On est dans un environnement économique d'offre et de la demande. On essaye quand même de s'inscrire dans un cercle vertueux de protection de l'environnement, de protection de la nature, qui donne du sens à la dépense publique. En triant mieux, on recycle mieux et donc on arrive à s'insérer dans une chaîne économique qui est moins défavorable que qu'elle a pu être. Néanmoins, l'implication d'organismes financeurs tels que Citeo, des organismes publics ou parapublics, sont des clés de répartition de la charge indispensable. Les collectivités seules seraient en difficulté pour porter cette dépense. On a beaucoup évoqué la notion de moins consommer. Moi, je voudrais aussi aborder la notion de mieux consommer, que je résume aussi par une formule qui consiste à dire arrêter le gâchis. On s'est laissé tous les uns les autres, moi le premier, entraîné dans une société de consommation, de vouloir avoir plus, de remplir les armoires de vêtements, l'atelier d'outils et ainsi de suite. Il faut qu'on sorte de ça. Cette fameuse formule qui consiste à dire qu'on emprunte la planète aux générations futures, à nos enfants, pour moi, elle fait ligne directrice. C'est-à-dire que l'action politique, elle doit être portée par l'intérêt collectif, l'intérêt général. Donc, en priorité chronologique, on doit développer des déchetteries, on doit développer des usines de tri et on doit surtout parvenir à le moins possible recourir à la solution ultime qui est l'enfouissement. Parce que l'enfouissement, c'est mettre la poussière sous le tapis. Et ça, c'est des solutions de court terme qui sont aujourd'hui insupportables et inadmissibles. Le site de Bordes-Matin est donc autorisé à réceptionner 357 000 tonnes de déchets par an, donc de déchets non dangereux et non valorisables, déchets ultimes. Et donc pour en fait arriver à gérer ce stock de déchets qui correspond à peu près à 120 camions par jour, on réceptionne à peu près entre 1500 et 1800 tonnes par jour, pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc on a 4 quais de vidage qui sont créés au niveau du quai, sur lequel viennent se positionner les camions. Les camions viennent vider ici, on a un agent de quai qui va vérifier la qualité des déchets réceptionnés et ensuite le déchet est mis en forme sur la zone en exploitation, donc avec deux types d'engins, le bulldozer qui va pousser les déchets et le compacteur qui va aller derrière mettre ces déchets en place et donc les compacter et augmenter leur densité. Donc le site au total est sur une surface de 90 hectares et on a 50 hectares qui sont dédiés au stockage de déchets. Avant 2018, on était autorisé à 500 000 tonnes par an dans la loi de transition énergétique sur la croissance verte, en fait, pour accompagner les 50% de diminution de tonnes en enfouissement. À partir de 2025, on ne sera plus autorisé qu'à 270 000 tonnes. C'est le législateur qui a fixé cet objectif en fait, de réduction de tonnage en enfouissement. Pour respecter en fait, la hiérarchie de traitement des déchets, qui est d'abord la réutilisation, ensuite le recyclage, ensuite la valorisation énergétique et au bout du compte le stockage en déchets ultimes. À mon sens, il y aura toujours une part d'enfouissement parce qu'il y aura toujours une partie de déchets ultimes par définition. Après, il faut que tout le monde travaille pour que cette part soit la plus petite possible. L'idée, c'est de réduire forcément le volume de tonnage enfoui. Tout ce qui est gagné en termes de tri, notamment au niveau des utilisateurs, c'est autant de déchets qui ne seront ni valorisés énergétiquement, ni valorisés ici sous forme de biogaz. Donc ici on est sur deux casiers qui sont en cours de terrassement et de mise en œuvre. Le principe de base c'est déjà de mettre en œuvre une barrière de sécurité passive en fond de casier, donc pour s'isoler du milieu naturel. Donc c'est un volume d'argile d'1 mètre qui est mis en œuvre sur l'ensemble de ce qu'on appelle le fond de forme et sur les talus jusqu'à 2 mètres de hauteur.
Ensuite, ce qu'on va mettre en œuvre, c'est les parties noires que vous voyez, c'est des géotextiles d'étanchéité. Donc ça va nous assurer un deuxième niveau d'étanchéité au niveau du casier. C'est une géomembrane, ça ressemble un peu à ce qui est utilisé pour faire des bassins par exemple. Ensuite, par-dessus, on va mettre un géotextile anti-poinçonnement. Et ensuite, en fond de casier, on va mettre ce qu'on appelle du drainant, donc du caillou pour amener toute l'eau qui va percoler à travers du déchet en fond de casier. On a un point bas aussi qui va être mis en place et ce point bas-là va nous permettre de pomper ce qui s'appelle le lixivia. Donc en fait, le lixivia, c'est l'eau qui percole à travers le massif de déchets. Les substances qui sont présentes dans le déchet, qui sont solubles dans l'eau, en fait, vont se retrouver en fond de casier. Et ils vont être ensuite pompés au fur et à mesure de l'exploitation pour être envoyés sur la station de traitement des lixivia qui se trouve sur le site de Borne-Matin. Donc ce lixivia, en fait, on en produit à peu près 400 m3 par jour. Et donc cette installation a différents types de traitements, un traitement biologique, un traitement physico-chimique et un traitement par charbon actif. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on a des normes de rejet qui sont très strictes, qui nous sont fixées par arrêté préfectoral. Nos enjeux principaux, et là où on met de plus en plus de technologie et d'innovation, sont principalement sur le traitement du lixivia et du biogaz. Donc le biogaz est produit par la fermentation du déchet dans les zones de stockage. Donc c'est ici que vont arriver tous les flux de biogaz qui sont captés au niveau du massif de déchets. C'est là où on va générer à la fois de l'électricité, enfin de l'énergie électrique et de l'énergie thermique. C'est des moteurs de péniche, en fait, des moteurs des 20 cylindres en V, hein, donc des très gros moteurs avec des gros cylindres, qui vont en fait donc fonctionner au biogaz et qui vont en fait être couplés avec un alternateur pour envoyer l'électricité qu'on revend au réseau d'Enedis. Et en parallèle, on a un échangeur thermique au-dessus qui va récupérer la chaleur produite par le fonctionnement des moteurs pour l'envoyer sur le réseau de chaleur de Firminy. Ces moteurs vont nous faire une production électrique qui correspond à peu près à la consommation de 12 500 habitants. Et sur la partie énergétique, c'est l'équivalent de la consommation de 5 000 habitants. Maintenant, l'idée de traiter du biogaz, c'est vraiment de générer une source d'énergie verte en fait, au niveau du territoire, en plus qui permet d'aider le territoire dans sa transition écologique sur la production énergétique en fait. Donc le principe, c'est qu'une fois qu'on a enfoui la quantité qui était prévue dans notre arrêté préfectoral, on fait ce qu'on appelle le réaménagement final, on revégétalise. Derrière, on va quelque part rendre le site à la nature. Et ensuite, on a un suivi long terme pendant au minimum 30 ans. Aujourd'hui, 25% de nos déchets sont encore enfouis. 6% sont valorisés énergétiquement. Le reste est trié et recyclé. On est au centre de tri des collectes sélectives où on a traité l'année dernière pratiquement 48 000 tonnes issues des collectes sélectives de Saint-Étienne Métropole, 600 000 personnes à peu près. C'est environ 950 tonnes par semaine qui sont traitées ici. J'ose même pas imaginer 45 000 tonnes, la montagne que ça représente. Alors, vous êtes au départ du process, c'est l'alimentateur, régulateur de flux, c'est celui qui va donner la cadence. Le but de cette machine, c'est de sortir la quantité la plus régulière du flux pour que ni les hommes ni les machines n'aient à subir des à-coups de débit. En 20 ans de vie de site, on a vu beaucoup d'évolutions. La première, c'est le matériel. On était, il y a 20 ans, à l'état artisanal où tout était retiré à la main, sauf les aciers avec un aimant. Et progressivement, on a vu arriver les traits optiques, la séparation balistique, granulométrique de la matière, qui font que les sites se sont industrialisés. C'est des usines de tri maintenant, qui a permis d'augmenter la capacité, la qualité triée également.
que l'on va produire et livrer aux usines de recyclage, aux transformateurs, ça va être de la matière première secondaire. Donc les balles qui sont triées, conditionnées, et on n'attend plus que le camion pour le charger et l'envoyer vers la filière de valorisation qui va transformer ces bouteilles en nouvelles matières ou matériaux. Les balles de PET clair vont pouvoir donner naissance à d'autres bouteilles. Les PEHD, par exemple, bouteilles de lait et de lessive. L'entreprise des joyaux de l'autre côté de Saint-Étienne utilise ces plastiques pour réaliser les coffrages de ces piscines. Ensuite, vous avez les fibreux. Alors, les fibreux, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les journaux, revues, magazines. Donc ça va faire du papier journal dans une papeterie qui est dans les Vosges. Ensuite, vous avez les cartons cartonnettes qui vont aller très certainement rejoindre la papeterie à Saint-Vallier, dans la Drôme. Elle va refaire du carton. Alors là, on va conditionner les paquets en acier de 20 à 30 kg qui partiront en acierie, donc refaire de nouvelles tôles pour les voitures ou pour les machines à laver. Ouais. Donc voilà, l'aluminium, on en sort à peu près 150 tonnes par an. Alors je vous laisse imaginer qu'une canette fait 13 grammes à peu près, le nombre de canettes que ça représente. Chaque matière a son cours qui fluctue. Alors évidemment, l'aluminium a une valeur importante à la tonne. Les cours sont mondiaux, donc bien évidemment, localement, il y a des répercussions. Bizarrement, quand le pétrole est pas cher, le plastique recyclé perd sa valeur, parce que c'est quand même plus compliqué d'utiliser du plastique recyclé que de la matière vierge. Et quand le pétrole s'envole, les matières plastiques recyclées prennent de la valeur. C'est la loi de l'offre et la demande aussi. Donc si l'industrie consomme, il y a plus de demandes. Si l'industrie tourne au ralenti, il y a plus de cartons recyclés sur le marché, donc les cours ont tendance à baisser. Ces matières ne nous appartiennent pas, continuent d'appartenir à la collectivité, et c'est la collectivité qui en retire les bénéfices. Et ensuite, il y a un soutien, une aide de la part de Citeo pour participer à la récupération et au recyclage de ces emballages, qui est versé. On peut dire que plus on va trier, plus il y aura de matière récupérée, donc plus de recettes liées à la vente matière, plus de recettes liées au soutien, puisqu'il y aura plus de tonnes soutenues. Donc au final, c'est des factures de traitement des déchets qui sont maîtrisés pour les usagers. Ces collectes sélectives, ça fournit de l'emploi à un nombre de salariés. 76 personnes travaillent sur ce site, deux types de populations, une population titulaire d'un CDI et 3/4 de la population d'agents de tri qui est issue de l'insertion, l'intérim d'insertion. Il y a un accompagnement social de cette population et de permettre à des gens de sortir d'une espèce de précarité. Les matières entrantes, bien évidemment, suivent la consommation des gens et l'évolution du packaging et des emballages mis sur le marché par les producteurs. On note une progression régulière, pas très importante, des tonnages, des volumes. Aujourd'hui, on est un peu plus de, je dirais, constitué entre 55 et 60% d'emballages mis sur le marché qui sont recyclés. On va déjà dans le bon sens, on est loin des 75% d'emballages mis sur le marché qui devraient être recyclés. Ça, c'est le Grenelle dans l'environnement qui fixait cet objectif-là. Donc vous voyez, il y a encore un peu de progrès à faire. On a le choix. Et le premier choix, c'est le choix du consommateur, c'est d'acheter responsable. Recycler, c'est un peu plus onéreux, mais on préserve de la ressource, donc du minerai, du plastique, des arbres. C'est protéger cette ressource qui, à terme, va finir par nous manquer. D'ici 2040, la loi anti-gaspillage fixe l'interdiction de tous les objets plastiques jetables. Aujourd'hui, nous n'en recyclons que 26%. En 2025,
600 millions de tonnes de produits plastiques seront produits, contre 438 millions en 2017. Cette croissance est une calamité. Nous surproduisons une matière que nous sommes incapables de gérer par la suite. L'économie circulaire, c'est finalement un retour à une économie qui n'est pas une économie du tout jetable, qui n'a pas été l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, elle est faite de liens avec notre environnement immédiat. Donc là, il y a une sorte de retour aux sources où l'activité économique n'est pas que centrée sur le profit, la consommation, le jetable, la production, en utilisant à chaque fois des matières premières neuves. Cette dynamique néolibérale, ultra-capitaliste, qui vise à prendre les matières là où elles sont le moins chères partout dans le monde, prendre la main-d'œuvre là où elle est la moins chère partout dans le monde, et pousser l'ensemble des habitants de la planète à consommer de plus en plus. Cette logique extractiviste sur les ressources de la planète va nous amener à des pénuries et des tensions extrêmement fortes entre les communautés humaines. Ce monde-là, il est en train de s'effondrer. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Nous, on a commencé à le comprendre. Nos enfants, ils l'ont totalement compris. Donc on ne peut pas leur proposer ça comme chemin. On est obligé de se dire que là, en fait, il va falloir changer de paradigme, changer de mode de vie, non pas en dégradant nos modes de vie, mais en re-questionnant ces modes de vie. Est-ce que surconsommer des objets et les jeter, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a du sens pour moi? La question n'est pas tant une question de croissance ou de décroissance, la question c'est que voulons-nous voir croître et que voulons-nous voir décroître? On veut voir décroître nos déchets, on veut voir décroître les pollutions, on veut voir décroître nos problèmes de santé. Donc ça, c'est des éléments majeurs. Les objectifs sont assez partagés. Qui va vous dire le contraire? Et donc la question, c'est comment on se met en cohérence avec ces objectifs majeurs. Et donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, nous avons mis en place la collecte des déchets alimentaires pour aller dans l'objectif de notre plan de déchets 2030, qui est dire nous voulons réduire nos déchets de 20% et nous voulons que les 2/3 de ces déchets soient recyclables. On a un réseau de chauffage qui est le deuxième réseau le plus important de France, qui est aujourd'hui à 85%, qui sera de l'année prochaine à 85% en énergie renouvelable. On crée avec notre collecte de déchets alimentaires, on crée une usine à compost, on va mettre un méthaniseur dessus qui va introduire du biogaz sur notre réseau. On développe du coup nos bus au gaz, etc. Donc on est totalement inscrit dans cette économie circulaire. Tout l'enjeu, c'est celui-là. C'est un enjeu de mutualisation et de stratégie de long terme. C'est pour ça qu'il faut un État stratège et des collectivités qui fassent des projets concrets à court, moyen, long terme. L'équilibre économique du recyclage est difficile. Il se joue entre le coût des investissements, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergétique et la revente de ces matières. Dans cette économie circulaire, le carton fait office de bon élève. Mais la qualité écologique du carton, c'est que c'est une fibre de papier, donc qui est totalement naturelle, qui est bien sûr biodégradable. Qu'on a réussi à faire dans le processus de fabrication de carton, c'est qu'on est parvenu à un taux de recyclage qui dépasse les 86% des fibres papier, ce qui est énorme. Vous êtes ici chez DS Smith Packaging France. Notre industrie, elle est composée de 3 divisions. La division donc packaging, la division recyclage et la division papier. Et on est dans une circularité complète, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un packaging qui arrive par exemple chez vous en e-commerce, ensuite il y a des activités de récupération de l'emballage et de recyclage qui ensuite repartent dans des papeteries qui refont avec du papier usé ou à recycler, du nouveau papier à onduler et on recommence le cycle de fabrication de carton. La fibre, c'est la matière première du carton. C'est en fait une fibre de papier. C'est ce qu'on trouve naturellement dans beaucoup de végétaux et donc et bien sûr aussi dans le bois. Et tout le travail qu'on fait, c'est qu'avec de l'amidon, c'est de coaguler ensemble ces fibres de papier pour ensuite en faire un matériau solide.
une fibre de papier, elle peut quand même se recycler 24 fois avant, au fur et à mesure, de commencer à se dégrader. C'est-à-dire qu'on va voir la taille des fibres qui peu à peu se réduit du fait de flux de recyclage récurrents. Donc il faut toujours un peu de fibres vierges. Venant d'arbres type du séquoia ou tout ce qui est plutôt des conifères, c'est des forêts vraiment qu'on dit FSC qui sont dédiées à ça. Bien sûr, le processus de recyclage va quand même demander un minimum de ressources naturelles. Ça va être de l'énergie, ça va être de l'eau, ça va être par exemple de l'amidon. L'utilisation de l'ensemble des matériaux autres que la fibre de papier, il y a tout un contrôle et bien sûr il y a tout un système de retraitement des eaux. Il n'y a pas du tout de pollution venant de ces usines de recyclage de papier. Vous avez chaque année en Europe 50 millions de tonnes de plastique produits. Sur ces 50 millions de tonnes, vous avez 40% de ces 50 millions de tonnes qui sont dédiés aux emballages. On estime qu'on pourrait enlever tout de suite 1,5 million de tonnes par an en passant directement d'emballage plastique à emballage carton. Vous avez beaucoup de prêt-à-manger qui sont en plastique, on peut très bien les passer aussi en carton. Vous avez tout ce qui est les films thermoformables, hein. Vous savez, les bouteilles d'eau par 6, on peut très bien, ou de lait, on peut très bien les passer dans des emballages carton. Il faut savoir que le plastique permet un certain nombre de caractéristiques, notamment des protections à l'eau, des protections à l'humidité, vous avez des protections à la lumière, des protections à l'atmosphère, etc. Et donc, comment donner au carton, donc à la fibre de papier, certaines de ces caractéristiques? Et là, ça demande du travail sur le matériau en tant que tel, et donc ça demande de l'innovation de rupture. Et donc, on est dans ce processus-là pour justement créer le matériau de demain qui pourra se substituer au plastique. Le verre est un matériau naturel qui pourrait aussi se substituer au plastique. Il peut être produit en circuit fermé, sans aucune perte de qualité. Il peut être refondu en conservant l'ensemble de ses propriétés. En France, 60% des besoins en matières premières de l'industrie du verre d'emballage sont issus du recyclage. Donc là c'est le verre ménager brut, donc quand vous allez mettre vos bouteilles au conteneur, ça arrive sur des aires comme ça. Le verre ménager en France se récupère de mieux en mieux. On estime qu'on recycle à peu près entre 7,5 ou à 8 bouteilles sur 10. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des bouteilles en verre, mais pas que. Voilà, des sacs plastiques, couvertures, bidons en plastique, du bois, puisqu'en fait on se rend compte que les gens ne trient pas forcément très bien dans les conteneurs. Donc nous après tout notre travail c'est d'enlever tous ces indésirables qui sont mélangés. Plus il y a d'indésirables et plus c'est contraignant après derrière pour trier. Hein. Si vous prenez une tonne de verre qui rentre dans une usine, il y aura plus de 90% qui sera recyclé. Le verre arrive, on le passe dans notre installation, on le traite, on le transforme donc en calcin. Et ce calcin, ensuite, le verrier vient le récupérer pour le réintégrer dans ses fours et en refaire des bouteilles. Et il y a plusieurs avantages au calcin par rapport à de la matière première type sable. La première, c'est qu'effectivement, par rapport à une tonne de sable extraite versus une tonne de calcin, la différence de CO2 est conséquente. En plus, on fait de l'économie matière puisque ça évite de prélever du sable. Et ensuite, même au niveau énergétique, dans les fours du verrier, le calcin va fondre à température quand même moindre que les matières premières. Donc ça permet de faire des économies d'énergie pour le verrier qui ne sont pas négligeables. On est sur un matériau qui est quand même recyclable à l'infini. Donc en termes d'économie circulaire, c'est quand même quelque chose qui est très optimisé. Donc c'est vraiment sur cet aspect écologique que l'on espère que le verre va se développer de plus en plus. Donc là, vous pouvez voir du verre feuilleté de bâtiment dans cette case. Et ici, donc, des pare-brises automobiles qui sont en attente d'être traités. On estime le gisement de verre plat issu de la déconstruction à environ 200 à 250 000 tonnes annuelles. Et aujourd'hui, ces 200 à 250 000 tonnes annuelles finissent en enfouissement.
Enfouir ce verre de déconstruction, c'est effectivement un gâchis dans le sens où les installations sont prêtes, on sait le traiter derrière, on sait le revaloriser, le recycler. Alors la loi économie circulaire, oui, ça implique certaines choses pour nous, et notamment il va y avoir une obligation et faire que les volumes qui ne sont pas aujourd'hui recyclés le deviennent demain. On est dans une société dans laquelle on va avoir de plus en plus besoin de cette économie circulaire parce qu'on génère de plus en plus de déchets, on est de plus en plus nombreux. Donc nous, on est sans cesse en évolution sur nos process, en essayant toujours d'avoir plus de machines, des machines de plus en plus récentes pour essayer de trier de mieux en mieux. C'est un métier qui nécessite des investissements assez conséquents. Mais après, on se heurte quelque part un peu à la limite économique, avec un prix de traitement de ce verre qui va exploser et qui ne sera plus en adéquation avec le marché, quoi. L'état des réserves de matières premières, en particulier des minerais, est préoccupant. Au rythme de l'extraction actuelle, il reste 40 ans de réserve pour le cuivre et 17 ans pour l'étain. Les métaux se raréfient sur la planète. Ils deviennent de plus en plus énergivores et compliqués à extraire. L'équation a changé. Il est aujourd'hui parfois plus rentable de recycler que d'exploiter des matières premières. Ces déchets sont aujourd'hui de véritables mines urbaines. Donc là derrière c'est la zone du tri et de mise en balle du carton. Donc le carton là principalement il vient des déchetteries et des industriels. On assiste en ce moment à un afflux de carton parce que les gens sont confinés, ils achètent beaucoup en ligne, donc ils sont livrés en carton. Donc ça nous fait du carton à mettre en balle, qu'on va réexpédier aux papeteries qui ont besoin de papier parce qu'il faut faire du carton neuf, quoi. Donc c'est une belle boucle. Sur tous nos sites, les pros et les particuliers nous apportent des déchets métalliques, donc métaux ferreux et non ferreux, des déchets valorisables, carton, housse, plastique, bois, verre, plâtre, et des déchets non valorisables, donc qu'on va devoir traiter en incinération ou en enfouissement, et aussi des déchets dangereux, donc des huiles, des bases, des acides, des solvants, de l'amiante, des néons, des piles. Le déchet, il n'existe que dans le mot. Pour nous, recycleurs, on parle de matière première secondaire. Elle n'est pas issue de la terre, donc des mines, mais bien de la mine urbaine, ce qu'on appelle, donc des déchets que l'on va collecter, que les gens génèrent. Et pour nous, le déchet c'est le mot, mais pour nous, ouais, c'est un produit parce qu'on va le réinjecter ensuite dans l'industrie, donc dans l'économie. Les métaux, ils vont servir à faire des lingots, des produits, etc. Le bois, il va servir à vous chauffer ou à faire du panneau pour votre cuisine. On est un maillon de la chaîne essentiel. Alors, on a des rails de placo, on a de la tôle de bardage. Tout se récupère. On doit le préparer, le cisailler pour que ça soit à taille consommable en fait. Donc là, les destinations pour ces ferrailles, c'est majoritairement en France et Italie, vu qu'on est proche des aciéries italiennes. Donc en fait, la cisaille marche tous les jours et on charge des camions tous les jours. Si on arrive à capter le gisement, on ne va pas le perdre parce qu'on va le réexpédier. Il y a des pertes, si jamais c'est jeté dans la forêt ou si c'est jeté dans la mauvaise poubelle et que ça n'a pas été trié, pas vu par l'opérateur ou l'usine qui va récupérer ce déchet, quoi. Et c'est pour ça que nous, en tant que recycleurs, on va promouvoir de ce qu'on fait, de la collecte, etc. parce que c'est forcément une mine en moins qu'on va exploiter. Le bilan énergétique, il n'est pas le même parce qu'on n'a pas fait venir du minerai à l'autre bout du monde, on n'a pas utilisé des quantités astronomiques de charbon. Le déchet, le produit est là, donc autant l'exploiter. Et c'est tout à fait logique quand on y pense. À tous les métaux, c'est recyclable et même recyclable à l'infini. Si on prend l'aluminium, l'aluminium il va se transformer, il va se retrouver un jour dans une tôle, un autre jour dans un moteur d'automobile.
On est au sein de la société Régéa Lafimette, qui est une entreprise qui recycle les déchets d'aluminium pour en refaire des lingots. C'est une matière qui est exclusivement issue de la chaîne de l'économie circulaire, puisque typiquement sur ce site, nous sommes déjà le débouché numéro 1 de tous les déchets qui sont issus des centres de tri. Régéa Lafimette est l'un des grands repreneurs des déchets d'aluminium, donc ça peut être vos canettes de boissons, ça peut être vos emballages, barquettes en aluminium, mais également tous les déchets qui sont issus de l'incinération, donc on récupère l'aluminium après incinération, des déchets issus de l'industrie, de la déconstruction, donc tout ce qui vient de la démolition de bâtiments, vos casseroles en aluminium, voilà, un panel très très varié de déchets d'aluminium. L'aluminium primaire a un procédé qui est dit électro-intensif, donc qui consomme beaucoup d'électricité, et donc qui a du coup un bilan carbone qui n'est pas le meilleur qui soit. Lorsque vous utilisez de l'aluminium recyclé, le bilan carbone est 95% plus faible. L'empreinte carbone de l'aluminium recyclé est quasiment nulle en fait. Elle va juste provenir de l'énergie pour refondre cet aluminium-là. « 95% de ce qui est produit sur ce site est fait à partir de déchets d'aluminium. L'aluminium aujourd'hui, je vous dis, il est recyclable à l'infini, mais la portion qui est captée reste faible. C'est une vraie mine urbaine et pour autant, nous manquons de déchets d'aluminium, puisqu'il faut savoir que malheureusement aujourd'hui encore beaucoup de ces déchets d'aluminium ne sont pas correctement triés dès le départ. L'ensemble des déchets d'aluminium qui pourraient être accessibles potentiellement et ce qui est réellement capté aujourd'hui, on n'est pas à 50%. Qui dit recycler ne dit pas tirer vers le bas la qualité. Il y a un savoir-faire, notamment dans tout le monde, je dirais sidérurgique et travail des métaux, qui est considérable. Un savoir-faire unique à développer des alliages de haute qualité. Vous prenez sur un site comme celui-ci, on fabrique plus d'une centaine d'alliages différents, qui vont être utilisés dans plein de domaines différents, mais notamment dans le marché de l'automobile, pour faire des blocs moteurs, des culasses, mais qui peuvent être également réutilisés dans plein d'autres domaines, dans l'aéronautique, dans l'emballage. Le monde de la fonderie qui souffre fortement en France en ce moment. Les fonderies automobiles sont en train de fermer les unes après les autres, parce que les marchés évoluent. Oui, vous avez le véhicule électrique qui est en train de se développer de plus en plus et donc de moins en moins de moteurs issus de fonderies et d'aluminium recyclé qui vont être produits. C'est toute la difficulté entre, je dirais, d'avoir une vraie vision long terme et de savoir préserver le savoir-faire que nous avons en France. Et le monde des affineurs, aujourd'hui, est capable de proposer des alliages de très haute qualité pour des débouchés qui vont être beaucoup plus variés demain. Donc typiquement, de plus en plus, l'emploi de l'aluminium augmente fortement parce que partout où il y a du poids, lorsque vous remplacez par de l'aluminium, vous allégez. Et donc en général, si je prends le cas de l'automobile, vous allez moins consommer. À l'heure où on se parle, il y a une vraie pénurie de déchets d'aluminium sur le marché français. Il y a une demande aujourd'hui qui est très forte, notamment une demande asiatique qui est très forte en déchets d'aluminium. Du fait des besoins grandissants en métaux, viennent nous aspirer tous ces déchets-là. Alors que nous avons des solutions de recyclage en France et alors que ces déchets devraient rester en France, c'est une aberration complète de le renvoyer en Chine. C'est là où est le paradoxe, c'est malheureusement l'incompréhension entre l'économie et l'écologie à certains moments. Les minerais deviennent un enjeu stratégique pour les États et les industriels. Leur récupération engendre de fortes tensions sur les marchés mondiaux, impactant directement nos territoires. Matière première. Ah, métaux. Aluminium, cuivre,
palladium. Ça, c'est pour les pots catalytiques. Le cuivre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est alu. Tu regardes les variations. Le cuivre, tu regardes la variation aussi de la veille. Et tu vois, ça bouge tous les jours. Ça bouge tout le temps, en fait. Et ça ouvre vraiment à 9h. Et c'est à 9h que là, ça va bouger, quoi. Plus, moins, en fonction des mecs qui s'excitent au téléphone. Les métaux, comme surtout le cuivre, qui est on va dire, c'est un métaux commun, mais qui est à forte valeur, qui est très spéculatif. C'est-à-dire que nous, on va acheter 3-4 kilos au particulier qui vient de démonter sa chaudière, et le prix va être fait par la bourse. Et donc la bourse, c'est de 9h du matin à 17h, où ça va être des traders dans les grandes villes financières qui vont acheter et vendre. Alors des fois, ça tombe bien et des fois, ça tombe mal. À nous de sentir le marché en fonction de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Et le cuivre? Et le cuivre, entre 5000 et 5005, ça dépend de la gueule qu'il a. Parce qu'il est, pas... il est bien trié? Non, non, mais c'est moi qui va le casser par la tête. Bon, 5005. Ok. Allez, sinon, on est obligé de fermer la boutique après, c'est pas, moi, pas pratique. C'est pas pratique. Moi, si elle ferme pas avec moi, ça va pas aller. Hein. Les variations de prix, ça a toujours été le cas. L'année dernière, par exemple, on vendait le carton à perte et aujourd'hui, on va le valoriser. C'est jamais arrivé en 10 ans, quoi. Avant le premier confinement, le carton était à bout de souffle et on n'arrivait pas à le vendre. Et tout de suite, quand tout s'est arrêté, eh ben, il a manqué de carton sur le marché. Et des acheteurs étrangers, des acheteurs européens avaient besoin de carton pour produire. Et là, il y a une pénurie de matière. Et c'est pour ça que notre métier est vraiment pas simple, c'est que du jour au lendemain, d'un mois à l'autre, le prix varie, il peut varier à la hausse comme à la baisse. Et nous, nos coûts fixes sont les mêmes. On va payer l'investissement de cette machine, on va payer l'électricité pareil, on va payer nos gars pareil. Donc bon, on préfère quand le prix est haut que quand le prix est bas, forcément. Et nous, on ne décide pas de ce prix-là, c'est la tendance mondiale, la conjoncture économique mondiale. Le but du jeu, c'est vraiment de valoriser la matière. Donc nous, vraiment, c'est de sortir tout ce qui est valorisable. Là, par exemple, on va voir tout ce qui est film plastique, le carton, le bois, il y a un peu de ferraille, il y a du papier. À nous de voir le temps qu'on va mettre pour trier un lot et le rendre plus ou moins pur. Il faut que ce soit le plus propre possible, le plus trié possible. On a tout intérêt à faire un beau produit afin de valoriser au mieux le déchet pour qu'il soit payé au meilleur prix. Et ensuite, il faut voir le ratio économique. Si de passer du temps à éplucher cette benne, est-ce que ça vous paye la main-d'œuvre? C'est pas certain. Et les moyens humains qu'on va mettre, les moyens matériels qu'on va mettre, ça ne va pas être rentable pour une société comme les nôtres. Moi, je pense que la génération des déchets, c'est pas fini encore et les gens vont produire encore plus de déchets pendant une bonne dizaine d'années parce qu'on va pas changer nos modes de vie tout de suite. On vit dans un luxe ou dans l'instantanéité et dans la consommation de biens. Donc ça, le déchet, il va pas s'arrêter. Et ensuite, nous, on en capte plus parce qu'on est plus équipés, on a plus de main-d'œuvre et on trie beaucoup mieux. Si je prends mon père avec sa sœur, son frère, ils ont commencé, ils étaient moins d'une dizaine. Et puis ensuite, l'entreprise s'est bien développée. Aujourd'hui, on est pratiquement 80 avec les sous-traitants. Il y a plus de déchets générés, mais aussi plus de tri. Et donc la difficulté, c'est d'avoir les usines en face qui vont consommer le déchet qu'on a trié. Pour le futur, ça va être l'enjeu. Avec le développement du tri vient le développement d'usines consommatrices. Là où il y a eu un souci et une problématique, c'est quand on a tout délocalisé nos industries pour les envoyer dans d'autres continents. La logique, pour moi, c'est de
produire localement, jeter localement et réutiliser localement. L'intérêt qu'on amène à la société, il est maximal parce qu'on va recycler les déchets du territoire. Le déchet, il est produit local, donc il faut des solutions locales. Tout est plus logique, il y a moins de transport, donc moins de CO2. C'est le principe de l'économie circulaire et ça fait travailler la main-d'œuvre de chez nous. Et c'est un pays qui vit. La production de déchets devrait encore augmenter au niveau mondial, de près de 70% d'ici 2050. Cela nécessitera la construction de nouvelles infrastructures de recyclage, toujours plus grandes, et des investissements colossaux. Quand allons-nous sortir de cette mécanique mortifère et arrêter de puiser plus que ce que notre planète peut nous offrir ?